En 1945, la guerre dans le Pacifique ne dépendait plus uniquement d'une nouvelle arme. Derrière les bombes atomiques se trouvait un conflit beaucoup plus vaste. Un pays épuisé, une armée déterminée à résister et une stratégie alliée fondée sur le blocus et la supériorité aérienne. Entre janvier et août de cette année-là, le Japon tenta de conserver son empire tandis que plus de 1500 porte-avions, navires et sous-marins américains fermaient l'étau sur tous les fronts. À Tokyo, le haut commandement organisait la défense avec les dernières ressources disponibles et du nord approchait la menace soviétique avec plus d'1 million de soldats. Les Alliés déchiffraient des messages, calculaient les pertes et finalisaient l'invasion de l'archipel. Au centre de la crise se trouvait l'empereur Hirohito, sous pression des généraux et diplomates qui comprenaient que la fin était proche. Ainsi commença la phase décisive du conflit. Une lutte désespérée pour éviter la disparition de l'Empire japonais. Comment une nation entière a-t-elle pu arriver à ce point de non-retour? Le Japon entra en guerre en tant que puissance militaire avec des ambitions mondiales, mais avec une base matérielle limitée dès le départ. Le pays était un archipel avec des ressources naturelles limitées et une industrie qui dépendait des approvisionnements extérieurs pour soutenir sa production. Contrairement à d'autres puissances industrielles, il ne disposait pas de grandes réserves de matières premières stratégiques, ni d'un système de production capable de se développer rapidement en cas de conflit prolongé. Cette condition structurelle marqua le développement de toute son économie de guerre et conditionna chaque décision prise par la suite. Sur le plan industriel, la différence avec les États-Unis était écrasante. L'économie américaine avait une base industrielle énorme, diversifiée et hautement mécanisée, capable de produire en série des biens civils et militaires. Les usines américaines pouvaient rapidement se reconvertir, passant de la production de voitures à celle de chars, d'appareils ménagers à celle d'avions, sans avoir besoin de redessiner complètement leur processus. Cette flexibilité n'existait pas au Japon, où la production était fragmentée, moins standardisée et dépendait largement du travail manuel. La construction navale est un exemple clair de cet écart. Le Japon possédait des chantiers navals modernes et des techniciens qualifiés, mais sa capacité totale était limitée. Chaque navire nécessitait d'énormes quantités d'acier, de main-d'œuvre spécialisée et de temps de fabrication. Aux États-Unis, les chantiers navals fonctionnaient selon des méthodes de production en série, utilisant des pièces standardisées qui permettaient de monter les navires à un rythme constant. Alors que le Japon avait besoin de longues périodes pour achever une unité, l'industrie américaine pouvait en lancer plusieurs au même moment. L'aviation montrait une différence similaire. Le Japon avait développé des avions avancés pour l'époque, légers et avec de bonnes performances initiales, mais la production était lente et inégale. Chaque modèle nécessitait des ajustements constants et il n'était pas toujours possible de maintenir les mêmes standards d'une usine à l'autre. En revanche, les États-Unis produisaient des avions sur des lignes d'assemblage de masse avec des composants interchangeables et un contrôle qualité uniforme. Cela facilitait non seulement la fabrication, mais aussi la maintenance et la réparation sur le terrain. La production d'armements terrestres suivait le même schéma. Le Japon pouvait fabriquer des fusils, de l'artillerie et des munitions en quantité suffisante pour des campagnes limitées, mais pas pour une guerre longue contre une puissance industrielle supérieure. Les usines n'étaient pas prêtes à des hausses soudaines de la demande ni à un remplacement rapide des pertes. Les États-Unis, quant à eux, avaient une capacité de production largement supérieure à leurs besoins initiaux, ce qui leur permettait d'approvisionner à la fois leurs propres forces et celles de leurs alliés. L'un des facteurs les plus critiques fut la capacité de remplacement. Le Japon formait ses pilotes, techniciens et spécialistes sur de longues périodes avec des standards élevés mais en nombre réduit. Chaque perte représentait un coup dur difficile à compenser. L'industrie ne pouvait pas produire suffisamment de nouveaux avions à la vitesse nécessaire, ni le système de formation générer des remplaçants aussi rapidement. Aux États-Unis, les programmes de formation étaient conçus pour produire de grandes quantités de personnel qualifié, même si la qualité individuelle variait, garantissant ainsi une capacité opérationnelle continue. La conversion de l'industrie civile en industrie militaire fut également une différence clé. Aux États-Unis, de grandes entreprises civiles furent rapidement intégrées à l'effort de guerre, utilisant des machines existantes et du personnel déjà formé. Le système financier et administratif facilita cette transition par des contrats massifs et une planification centralisée. Au Japon, bien qu'il existât une certaine coordination étatique, l'échelle de l'économie limitait l'impact de ces mesures.
Il n'y avait pas suffisamment d'usines ni de ressources pour soutenir une expansion similaire. En matière de technologie, le Japon commença la guerre avec des niveaux comparables dans certains domaines, mais sans la capacité de maintenir ce rythme. Le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies nécessitaient des investissements constants, des matériaux spécifiques et une base scientifique étendue. Les États-Unis disposaient d'universités, de laboratoires et de centres de recherche intégrés à l'effort militaire, capables de développer et d'appliquer des innovations de manière continue. Le Japon avait du talent technique, mais manquait de la même infrastructure et du volume de ressources. L'utilisation du radar est un exemple représentatif. La technologie existait et était connue, mais son adoption fut inégale et limitée. La production d'équipements était réduite et l'intégration dans les systèmes de défense progressait lentement. Aux États-Unis, le radar fut intégré de manière systématique, produit en masse, avec une formation standardisée et une application coordonnée dans divers domaines. Cette différence ne relevait pas seulement des connaissances techniques, mais aussi de la capacité industrielle à fabriquer, distribuer et maintenir les équipements. La logistique moderne reposait sur cette même base matérielle. Transporter, stocker et distribuer des fournitures nécessitait des véhicules, des infrastructures et des systèmes administratifs efficaces. L'industrie américaine pouvait produire des camions, des trains, des pièces de rechange et des équipements auxiliaires en grande quantité, assurant le bon fonctionnement continu de ses forces. Le Japon, avec des ressources plus limitées, devait constamment prioriser quel secteur approvisionner, laissant d'autres avec des pénuries chroniques. La formation était également conditionnée par l'industrie. La disponibilité de carburant, de pièces de rechange et d'équipements d'entraînement influait directement sur la préparation du personnel. Les États-Unis pouvaient maintenir des programmes de formation longs et massifs, tandis que le Japon faisait face à des restrictions qui affectaient la régularité et l'intensité de ces processus, même avant que le conflit n'atteigne son point critique. Dans l'ensemble, ces différences montrent que le Japon n'est pas entré en guerre avec une base matérielle égale. Son économie n'était pas conçue pour un conflit prolongé contre une grande puissance industrielle. Chaque avion, chaque navire et chaque pièce d'armement représentait un effort considérable, difficile à reproduire en grande quantité. Face à une industrie capable de produire de manière continue et croissante, cette limitation structurelle a marqué le cours du conflit dès le début, avant même qu'une seule bataille décisive ne soit livrée. Pearl Harbor, le coup qui réveilla un géant. Dans les mois précédant la guerre, le gouvernement et le haut commandement japonais débattaient d'une seule question. Comment obtenir les ressources dont le pays avait besoin avant que le blocus économique ne le laisse sans marge? Les sanctions imposées par les États-Unis et l'embargo sur le pétrole avaient réduit drastiquement les approvisionnements. Les militaires voyaient le temps s'épuiser. À Tokyo, les rapports parlaient de réserves suffisantes pour seulement quelques années, et la marine avertissait que sans carburant, il n'y aurait pas de flotte opérationnelle. Pendant que les diplomates tentaient de négocier, les officiers les plus influents insistaient sur le fait qu'il n'y avait pas de solution pacifique. Le Premier ministre Kono chercha un accord avec Washington, mais les conditions étaient incompatibles avec les objectifs impériaux. L'armée n'acceptait pas de retirer les forces de Chine ni d'abandonner les récentes conquêtes en Indochine. En parallèle, l'état-major de la marine, dirigé par l'amiral Yamamoto Isoroku, élaborait un plan risqué. Attaquer préventivement la flotte américaine à Hawaï pour la neutraliser dès le départ. Yamamoto, vétéran ayant de l'expérience aux États-Unis, savait que la supériorité industrielle américaine était énorme, mais il pensait qu'un coup rapide pourrait gagner du temps et démoraliser l'ennemi avant qu'il ne déploie toute sa puissance. À l'automne 1941, les réunions du Conseil impérial devinrent tendues. Certains fonctionnaires civils avertissaient qu'une attaque à grande échelle contre une telle grande puissance était un pari suicidaire. Cependant, la pensée dominante au sein des forces armées tournait autour de l'idée du coup décisif. Si la marine parvenait à détruire les porte-avions et les cuirassés de Pearl Harbor, le pays disposerait de mois de liberté pour consolider son expansion en Asie du Sud-Est et garantir l'accès aux champs pétrolifères des Indes orientales néerlandaises. Cette fenêtre de temps était considérée comme vitale. Le 3 novembre, l'empereur Hirohito approuva la directive générale pour préparer la guerre. Dans les jours suivants, les planificateurs japonais élaborèrent une opération qui nécessitait un niveau de coordination sans précédent. La flotte d'attaque serait organisée en 6 porte-avions principaux, accompagnés de croiseurs, de destroyers et de sous-marins. Depuis les eaux froides du Pacifique Nord,
La force avancerait en silence, sans émettre de signaux radio. Chaque avion, chaque torpille et chaque bombe était assigné avec précision. Les officiers savaient que l'effet de surprise était essentiel. Alors que les pilotes s'entraînaient dans la baie de Kagoshima, des maquettes de la base de Pearl Harbor étaient construites pour répéter les approches et les angles d'attaque. Les torpilles furent modifiées pour opérer dans les eaux peu profondes, et des bombes perforantes capables de traverser les ponts des cuirassés furent conçues. La préparation fut minutieuse. Malgré le secret, des divisions existaient au sein de l'état-major. Certains pensaient que l'attaque déclencherait une guerre impossible à gagner. Toutefois, le consensus était qu'il n'y avait pas d'alternative. Soit l'action était lancée immédiatement, soit le pays serait lentement étranglé par l'embargo. Le 26 novembre 1941, la flotte, sous le commandement du vice-amiral Chuichi Nagumo, partit de la baie de Itokapu en direction de l'Est. Il y avait plus de 30 navires et plus de 350 avions. Les conditions météorologiques jouèrent en leur faveur, cachant leur avance. À 7h48 du matin, le 7 décembre, la première vague apparut au-dessus de Oahu. En quelques minutes, les pilotes japonais lancèrent des torpilles et des bombes sur les navires ancrés. Les explosions secouèrent le port et des colonnes de fumée s'élevèrent des cuirassés Arizona, Oklahoma et West Virginia. L'attaque fut exécutée avec précision. En moins de 2 heures, 8 cuirassés furent coulés ou endommagés, ainsi que plusieurs croiseurs, destroyers et plus de 180 avions à terre. Environ 2400 personnes perdirent la vie. La flotte du Pacifique fut temporairement mise hors de combat. D'un point de vue tactique, l'opération fut un succès immédiat. Cependant, les conséquences politiques et stratégiques furent opposées à ce que Tokyo avait espéré. Yamamoto avait averti qu'un coup initial ne suffirait pas. Dans l'une de ses phrases les plus célèbres, il déclara que si une victoire décisive n'était pas obtenue dans les premiers mois, le pays ferait face à une guerre longue et impossible à gagner. La réaction américaine dépassa tout calcul japonais. L'attaque, qui visait à démoraliser, produisit l'effet inverse. Elle unifia l'opinion publique, élimina les divisions internes et généra un engagement total dans la guerre. Le 8 décembre, le président Franklin Roosevelt s'adressa au Congrès avec son discours sur le jour de l'infamie. En moins d'une heure, les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. 3 jours plus tard, l'Allemagne et l'Italie firent de même, respectant le pacte tripartite. Le conflit devint officiellement une guerre mondiale totale. Dans les jours qui suivirent, le gouvernement américain approuva une mobilisation sans précédent, coordonnant l'industrie, l'armée et l'opinion publique. Dans les semaines suivantes, le Japon avança rapidement dans le Pacifique. Il occupa Guam, Hong Kong, Manille et une grande partie du sud-est asiatique. L'état-major présenta ses réalisations comme la preuve que l'offensive préventive avait été correcte. Cependant, chaque conquête étendait les lignes d'approvisionnement et exigeait plus de ressources pour défendre des territoires dispersés. L'expansion apparente était en réalité un engagement de plus en plus grand. Diplomatiquement, l'attaque ferma toute possibilité de négociation. Jusque-là, il existait l'idée que le conflit en Asie pouvait être résolu par des concessions. Après le 7 décembre, cette option disparut. L'attaque sans déclaration préalable fut considérée comme une trahison. Les puissances alliées, qui avaient des divergences sur les priorités, trouvèrent à Pearl Harbor un point d'union. La Grande-Bretagne, l'Australie, la Chine et les États-Unis coordonnèrent stratégies et ressources. À Tokyo, le cabinet de guerre interpréta la mobilisation rapide des États-Unis comme une preuve de l'efficacité du coup initial. On s'attendait à ce que la réaction ennemie soit forte mais tardive. Cependant, les événements montrèrent le contraire. La réponse américaine fut immédiate, coordonnée et soutenue. La surprise tactique se transforma en une catastrophe stratégique. Les services de renseignement japonais avaient sous-estimé la vitesse avec laquelle l'adversaire pouvait remplacer ses pertes. Ils ignorèrent également l'impact émotionnel de l'attaque. Au lieu de semer la peur, Pearl Harbor généra une détermination qui unifia 130 millions d'Américains autour d'un seul objectif: vaincre le Japon. Dans ce climat, la diplomatie japonaise à Washington fut annulée. Les ambassadeurs Nomura et Kurusu remirent la note de rupture trop tard, quelques minutes après le bombardement. Cela renforça la perception d'une tromperie délibérée. Au niveau interne, la victoire initiale alimenta la confiance du haut commandement. Les discours sur le destin de l'Empire et l'inévitabilité de la victoire se multiplièrent. Les images de l'attaque furent utilisées pour promouvoir l'esprit de sacrifice national. Cependant, dans le cercle de Yamamoto,
Une inquiétude persistait. Le coup avait été spectaculaire, mais pas décisif, et le temps gagné pourrait s'avérer insuffisant si le conflit se prolongeait. Dans les premiers mois de 1942, la population japonaise vivait un climat d'euphorie. Les communiqués officiels annonçaient des victoires en Malaisie, à Singapour et aux Philippines. Il semblait que la stratégie du coup préventif avait fonctionné. Mais dans les bureaux du ministère de la Marine, les rapports étaient lus avec inquiétude. Les porte-avions américains continuaient à opérer et effectuaient des incursions dans le Pacifique central. Les analystes avertissaient que l'ennemi se réorganisait rapidement et que sa capacité industrielle commençait à faire la différence, rendant toute égalité impossible. À Tokyo, certains commandants comprenaient que l'attaque de Pearl Harbor n'avait rien résolu. Ce qui devait être un coup décisif n'avait fait que réveiller un adversaire plus puissant. En moins d'une journée, le Japon était passé de la recherche d'une solution diplomatique à l'affrontement avec une nation entièrement mobilisée, avec une industrie en expansion et une population déterminée à résister. Cette attaque, planifiée comme une manœuvre pour gagner du temps, finit par marquer le début d'une guerre sans retour. Midway, 4 porte-avions et la fin de la suprématie japonaise. Après l'attaque de Pearl Harbor, la marine impériale croyait avoir neutralisé la flotte du Pacifique. Au cours des mois suivants, ses forces se sont étendues sur tout l'océan, occupant des îles et des bases des Aléoutiennes jusqu'à l'océan Indien. Cette chaîne de victoires renforça l'idée que l'ennemi mettrait des années à se remettre. Cependant, les officiers les plus proches de Yamamoto Isoroku savaient que le temps jouait contre le Japon. Chaque opération éloignait la flotte de ses centres de soutien et usait ses pilotes les mieux formés. Le plan de Yamamoto pour 1942 visait à éliminer la menace des porte-avions américains qui avaient survécu à Pearl Harbor. Il considérait comme indispensable de provoquer une bataille décisive qui détruirait les restes de la flotte ennemie avant que son industrie ne puisse compenser les pertes initiales. Le lieu choisi était Midway, un petit atoll au nord d'Hawaï, considéré comme la porte orientale du Pacifique. L'idée était d'attirer les porte-avions américains avec une invasion de l'île, de les forcer à intervenir et de les détruire avec la force principale du Kido Butai. L'opération fut planifiée avec la complexité habituelle du quartier général de la marine impériale. La flotte fut divisée en plusieurs groupes qui opéreraient à grande distance les uns des autres. La force principale sous Yamamoto, la force des porte-avions sous le commandement de Chuichi Nagumo, une force d'occupation pour prendre l'île et une autre pour couvrir le nord en direction des Aléoutiennes. Sur le papier, cela semblait être une manœuvre enveloppante. Dans la réalité, elle dispersait des forces qui auraient pu être concentrées. Les rapports de renseignement de Tokyo indiquaient que les États-Unis ne pouvaient rassembler que 2 ou 3 porte-avions, ce qui généra une dangereuse confiance. Les Japonais ignoraient que leur système de code JN-25 avait été partiellement décrypté. Grâce à cela, l'amiral Chester Nimitz connaissait à l'avance la date et l'objectif de l'attaque. À Pearl Harbor, le personnel de renseignement américain avait vérifié que AF, le code attribué par les Japonais, correspondait à Midway. Le plan japonais prévoyait un bombardement initial de la base, suivi de l'invasion de troupes. La force de Nagumo, composée des porte-avions Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, quitta le Japon avec 248 avions à bord. Ils étaient accompagnés de 2 cuirassés, 3 croiseurs et 12 destroyers. À minuit le 3 juin 1942, la flotte japonaise approchait de l'atoll sans savoir qu'elle était observée. Les avions de reconnaissance américains décollèrent avant l'aube de Midway et détectèrent les formations ennemies à plus de 700 miles de distance. Nimitz ordonna de préparer une embuscade. Les porte-avions Enterprise, Hornet et Yorktown se positionnèrent au nord-est de l'île, hors de portée visuelle des Japonais. À 4h30 du matin, le 4 juin, la première vague japonaise décolla pour bombarder les installations. Les chasseurs Zéro volaient en couverture, tandis que les bombardiers en piquaient et les torpilleurs visaient les pistes et les réservoirs de carburant. La défense de l'île fut féroce. Sur les 27 chasseurs Buffalo et Wildcat qui décollèrent, la plupart furent détruits, mais ils réussirent à disperser une partie de l'attaque. Le commandant Fushida Mitsuo, malade et absent du vol, dirigeait les opérations depuis le pont de l'Akagi. Au retour de la première vague, les pilotes signalèrent qu'il serait nécessaire de mener un deuxième bombardement pour détruire complètement la base. Nagumo se retrouva face à un dilemme. Il devait décider s'il devait lancer une nouvelle attaque terrestre ou garder les avions armés de torpilles pour faire face à une éventuelle flotte ennemie.
À 7h15, il ordonna de réarmer une partie des avions. Quelques minutes plus tard, il reçut le message d'un avion de reconnaissance signalant la présence de navires américains à l'est. L'amiral interrompit le processus et ordonna de préparer à nouveau les avions avec des torpilles. Le retard sur le pont de vol se révéla fatal. Les hangars étaient pleins de carburant, de bombes et de munitions lorsque les avions de Nimitz s'approchèrent. Au nord, les escadrons de bombardiers torpilleurs de l'Ornay et de l'Enterprise tentèrent d'attaquer sans escorte. Ils volèrent à basse altitude et furent décimés par les chasseurs japonais. Sur les 41 appareils dévastateurs qui participèrent, presque aucun ne revint. Cependant, ce sacrifice obligea les héros à descendre et désorganisa la couverture. À 10h20, 3 groupes de bombardiers en piqué Dauntless repérèrent les porte-avions japonais. En quelques minutes, ils larguèrent leurs bombes depuis une grande hauteur. L'Akagi, la Kaga et la Soryu furent touchés presque simultanément. Les explosions traversèrent les ponts remplis de carburant et les flammes se propagèrent sans contrôle. En moins de 10 minutes, 3 des 4 porte-avions étaient hors de combat. Les incendies détruisirent les hangars et tuèrent des centaines de pilotes et de techniciens. Nagumo lui-même transféra son pavillon sur le Nagata Maru avant d'ordonner un retrait temporaire. L'Iryu, le seul porte-avions encore opérationnel, lança 2 attaques successives qui frappèrent le Yorktown. 2 bombes et un torpilleur le rendirent immobilisé. Les équipages réussirent à éteindre les incendies, mais un deuxième coup le coucha le jour suivant. La vengeance fut brève. Dans l'après-midi, de nouveaux bombardiers Dauntless trouvèrent l'Iryu et l'attaquèrent. 4 impacts directs en firent une torche sur la mer. Lorsque la nuit tomba, la flotte japonaise se retirait, laissant 4 porte-avions détruits et plus de 250 avions perdus. Le désastre fut total. En moins d'une journée, la marine impériale avait perdu la moitié de ses porte-avions les plus précieux et, avec eux, la majorité de ses pilotes expérimentés. Les chiffres finaux étaient sans équivoque. Plus de 3000 hommes tués, 4 porte-avions coulés, un croiseur perdu et à peine quelques centaines d'avions intacts. Les Américains, bien que endommagés, conservèrent le contrôle des mers. Yamamoto, toujours à des centaines de milles avec la force principale, envisagea d'envoyer ses cuirassés au combat, mais des communications confuses et la crainte d'une nouvelle embuscade le firent renoncer. À 2h55 du matin, le 5 juin, il ordonna la retraite générale. L'offensive contre Midway avait échoué. L'invasion fut annulée et les troupes destinées à occuper l'île revinrent sans avoir tiré un seul coup. À Tokyo, l'impact fut immédiat. Les autorités tentèrent de dissimuler l'ampleur du désastre, mais les rumeurs se propagèrent rapidement parmi les commandants. Les communiqués officiels parlèrent de pertes lourdes, sans mentionner que les navires coulés étaient le noyau du Kido Butai, la même force qui avait dominé le Pacifique depuis 1941. La confiance dans l'invincibilité de la marine impériale fut complètement brisée. La défaite révéla des erreurs doctrinales accumulées au fil des années. Le système de commandement japonais était trop rigide. Les décisions étaient prises par consensus entre officiers du même rang, ce qui retardait les réactions en plein combat. La division excessive de la flotte, l'usage limité de la reconnaissance et le manque de radars efficaces mirent en évidence la vulnérabilité de la méthode traditionnelle. Les Américains, quant à eux, avaient appris à coordonner porte-avions, destroyers et sous-marins dans un réseau flexible. D'un point de vue tactique, Midway confirma la suprématie du porte-avions sur le cuirassé. Les grands navires d'artillerie, symbole du pouvoir naval japonais, furent dénués de fonctions. À partir de ce jour, la guerre dans le Pacifique serait décidée dans les airs. Mais pour le Japon, la perte de ses aviateurs fut dévastatrice. En une seule journée, le noyau de pilotes ayant soutenu toutes les opérations de la Chine jusqu'à la mer de Corail disparut, laissant la marine sans une génération capable de mener la guerre aérienne. Les conséquences stratégiques se révélèrent dans les mois suivants. Avec le Kido Butai détruit, le Japon passa à la défensive. La marine ne récupéra jamais l'initiative. Les forces restantes se concentrèrent sur la défense des positions dans le Pacifique Sud, tandis que les États-Unis entamaient leur avance vers les îles Salomon. Dès lors, chaque bataille nécessita plus de ressources que l'Empire ne pouvait en fournir. Sans carburant, pas d'empire. Le Japon s'est retrouvé sans guerre. Dès les premiers mois de la guerre, le problème central du Japon était l'approvisionnement en énergie. En 1941, plus de 80% du pétrole consommé par le pays provenait de l'étranger, principalement des États-Unis et des Indes néerlandaises.
Ce carburant était indispensable pour maintenir opérationnelle la flotte, l'aviation et l'industrie lourde. Lorsque Washington imposa l'embargo total, le système militaire japonais entra dans un compte à rebours immédiat. Même l'expansion subséquente vers le sud-est asiatique ne parvint pas à inverser la situation, car la distance, les dégâts aux installations et les difficultés de transport empêchèrent ces conquêtes de devenir une source stable d'approvisionnement. Les rapports du ministère du Commerce montraient qu'en pleine expansion militaire, le Japon dépendait de routes longues et vulnérables. Le charbon venait de Corée et de Mandchourie, le fer de Chine et de Malaisie, le caoutchouc de l'archipel indonésien. Presque tout devait être transporté par mer dans des convois lents. Les raffineries de Yokohama et d'Osaka ne pouvaient traiter qu'une fraction du pétrole brut nécessaire à la marine impériale. En comparaison, les États-Unis disposaient de plus de 100 millions de tonnes de production domestique annuelle, avec des raffineries reliées par des pipelines et des chemins de fer couvrant tout le pays. L'amirauté japonaise avait calculé avant Pearl Harbor qu'en l'absence de nouvelles sources, les réserves dureraient 18 mois. Le succès initial dans le Pacifique Sud leur donna accès à Bornéo, Sumatra et Java, des régions riches en pétrole, mais les installations étaient endommagées et le transport presque impossible. À Java, par exemple, un tiers des puits seulement pouvaient fonctionner après les sabotages alliés. Les pétroliers étaient rares et chaque voyage de retour vers le Japon exigeait de traverser des milliers de kilomètres sous surveillance aérienne américaine. L'économie impériale tenta de se réorganiser. À Tokyo, le ministère de la Marine créa le Bureau des combustibles pour centraliser la distribution. Les forces armées avaient une priorité absolue, laissant le reste du pays avec des rations sévères. Les carburants synthétiques étaient mélangés avec de l'essence naturelle. Des expériences furent menées avec du charbon liquéfié et des huiles végétales, mais la production de substituts était minimale. Selon les rapports de 1943, seulement 7% de la consommation totale provenait de carburants synthétiques, tandis que les besoins de l'armée continuaient d'augmenter. Dans les usines, la pénurie de matières premières devint critique. L'acier dépendait des livraisons de fer de Hanshan et de ferraille importées. Les routes reliant la Mandchourie au Japon métropolitain étaient encombrées et le manque de coke réduisait l'efficacité des hauts fourneaux. Pour compenser, le gouvernement encouragea le recyclage des métaux. Des rampes, des cloches et des objets ménagers furent fondus pour fabriquer des obus. Pourtant, la production industrielle de 1944 chuta de plus de 30% par rapport à 1942. Les ingénieurs tentèrent de maintenir l'activité avec des ressources locales. À Hokkaido, des puits de pétrole de mauvaise qualité furent forés et l'exploitation du charbon fut élargie. Mais la logistique interne était insuffisante. Le réseau ferroviaire était saturé par les transports militaires. Dans de nombreuses usines, l'électricité était coupée pendant des heures faute de carburant. Les statistiques officielles de 1944 montraient une baisse générale de la production d'électricité et de l'approvisionnement en acier, en aluminium et en cuivre. Le blocus allié transforma la pénurie en asphyxie. Les routes maritimes en provenance du sud furent réduites de manière drastique. La flotte marchande, qui comptait presque 6 millions de tonnes en 1941, perdit plus de la moitié en 2 ans. Chaque navire coulé signifiait moins de matières premières et moins de nourriture. Les usines commencèrent à fermer des quarts entiers. Le système de transport interne dépendait de plus en plus du charbon de mauvaise qualité extrait du Nord, qui était insuffisant pour maintenir les trains et les usines en fonctionnement. Dans les académies militaires, les instructeurs réduisirent les heures de vol. Les pilotes inexpérimentés s'entraînaient sur des planeurs ou des avions sans carburant suffisant pour des missions réelles. Les rapports de l'état-major aérien de 1944 reconnaissaient que le manque de carburant pour l'aviation empêchait le maintien des programmes d'entraînement. Le résultat fut une baisse de la qualité des équipages, ce qui affecta directement les performances au combat. Le même problème toucha la marine. Les grands porte-avions et cuirassés restaient amarrés dans les ports pour économiser du carburant. Ils n'étaient mobilisés que lorsque la situation devenait critique. Les patrouilles de protection furent réduites et le nombre d'exercices navals chuta à des niveaux symboliques. Même les convois transportant des matériaux essentiels vers le Japon métropolitain naviguaient avec moins de protection. Le gouvernement tenta d'imposer une gestion totale des ressources. Des organismes comme l'Agence de planification et le Bureau du rationnement furent créés pour distribuer chaque tonne d'acier et chaque litre de carburant. Les autorités locales organisèrent des campagnes pour collecter des métaux, du caoutchouc et des vêtements usagés.
Les écoles enseignaient aux enfants à cultiver des potagers et à recycler des matériaux. Cependant, les chiffres du Conseil économique impérial indiquaient que les réserves stratégiques s'épuiseraient plus rapidement que prévu. En 1944, la production de pétrole dans les Indes orientales occupées ne dépassait pas 2 millions de tonnes par an, moins d'un quart de la consommation japonaise d'avant-guerre. De ce volume, moins de 40% parvenaient effectivement dans les ports nationaux. Les pertes dues au naufrage et au sabotage faisaient en sorte qu'une grande partie du pétrole ne quittait jamais les dépôts. Les tentatives de transporter du pétrole brut sur de plus petits navires ou de cacher les convois sous la couverture des tempêtes n'ont pas changé le résultat. L'effet du blocus ne se limita pas au pétrole. L'aluminium, essentiel pour les avions, devint rare dès 1943. La perte des mines dans le Pacifique Sud coupa l'approvisionnement en bauxite et la production domestique était insuffisante. En conséquence, la fabrication d'avions fut réduite de moitié. Les ateliers improvisaient avec du bois et des matériaux légers pour maintenir le rythme, mais les résultats étaient médiocres. La même crise toucha le cuivre, le caoutchouc et les fertilisants. Le manque de ces derniers réduisit les récoltes, aggravant la situation alimentaire. En 1944, les autorités rurales signalèrent que la production de riz avait diminué de près de 20% par rapport aux années précédentes. Les transports militaires absorbaient la majeure partie des wagons disponibles, laissant les zones urbaines avec des approvisionnements minimaux. Le système économique entra dans un cercle vicieux. Moins de carburant signifiait moins de transport, ce qui rendait encore plus difficile de déplacer le charbon et les matières premières vers les usines. Chaque maillon de la chaîne s'affaiblissait. Les navires sans fioul restaient à l'ancre, les trains sans charbon s'arrêtaient et les usines sans énergie éteignaient les fours et les turbines. En 1945, la production industrielle japonaise était revenue à des niveaux des années 1930. À la fin de 1944, le Haut Commandement reconnut officiellement que la situation de l'approvisionnement en énergie était insoutenable. Les réserves de carburant pour l'aviation couvraient moins de 2 mois d'opération. Les rapports envoyés au cabinet par le Bureau de la planification économique indiquaient que la production d'acier avait chuté à moins de la moitié et que les transports maritimes fonctionnaient avec moins de 30% de leur capacité initiale. Sans carburant, aucune stratégie ne pouvait être maintenue. L'asphyxie matérielle avait atteint un point irréversible. Le Japon n'avait plus de marge pour soutenir des campagnes prolongées, ni de capacité pour former de nouvelles forces. La flotte et l'aviation étaient, en pratique, immobilisées. La guerre qui avait commencé par la recherche de ressources se termina précisément à cause de leur absence. Le blocus sous-marin des États-Unis, tué sans être vu. Depuis 1942, la guerre dans le Pacifique commença lentement à tourner contre le Japon. Après Midway, la marine impériale avait perdu l'initiative, mais le coup le plus profond ne vint pas du ciel, mais des profondeurs de la mer. Les sous-marins américains lancèrent une campagne silencieuse, constante et dévastatrice qui finirait par couper les artères économiques de l'Empire. Au cours des premiers mois, l'effort sous-marin des États-Unis rencontra des limitations. Les torpilles Mark XIV, équipées de mèches défectueuses, explosaient de manière irrégulière ou ne se déclenchaient pas du tout. Pendant près d'un an, l'efficacité des attaques fut minimale. Cependant, à la fin de 1943, les défauts techniques furent corrigés et la flotte sous-marine commença à opérer avec une efficacité totale. Dès lors, chaque mission devint une chasse méthodique contre les navires marchands japonais qui maintenaient le flux de pétrole, de nourriture et de matières premières vers l'archipel. Le Japon entama la guerre avec une flotte marchande de près de 6 millions de tonnes brutes. Cette capacité était la base de son économie. Par ces routes circulaient les cargaisons de caoutchouc de Malaisie, de charbon de Mandchourie et de pétrole des Indes néerlandaises. Les sous-marins américains, organisés en flottille partant de Pearl Harbor, Fremantle et Brisbane, reçurent l'ordre de détruire tous les navires soutenant la structure de l'Empire. Contrairement à l'Atlantique, où les règles du convoi étaient appliquées dès le début, le Japon manquait d'une défense anti-sous-marine cohérente. Ses escortes étaient rares, ses détecteurs sonars primitifs et ses tactiques rigides. Le capitaine John Wilkes, commandant de la flotte sous-marine du Pacifique, mit en place une stratégie de blocage en couche. Les premiers sous-marins opéraient près des Philippines. Derrière eux, d'autres couvraient la mer de Chine méridionale et les routes vers le Japon métropolitain.
En 1943, les statistiques commencèrent à montrer le retournement définitif de la guerre en mer. Cette année-là, plus de 1,5 million de tonnes de transports marchands japonais furent coulées, un chiffre sans précédent. L'échelle de l'offensive était telle qu'un seul sous-marin pouvait détruire en une seule patrouille un volume de trafic équivalent à celui d'un port entier pendant un mois. Le USS Wahoo, sous le commandement du commandant Dudley Mush Morton, devint l'un des symboles de cette campagne. Lors de missions successives dans la mer Jaune, il coula plus de 90 000 tonnes de navires. Pendant la même période, le USS Harder opérait devant Bornéo, attaquant des escortes et détruisant des pétroliers chargés de pétrole brut. Au fur et à mesure que la guerre avançait, la coordination entre le renseignement et les patrouilles s'améliorait. Les Américains utilisèrent le système de décryptage Ultra pour connaître les itinéraires des convois. Les informations obtenues à Hawaï permettaient aux commandants de se positionner avec précision sur les points de passage. Sur les cartes de l'amiral Charles Lockwood, les routes les plus actives étaient marquées en rouge. Chaque semaine, de nouveaux naufrages étaient ajoutés. L'impact sur l'approvisionnement japonais fut immédiat. À la fin de 1943, le ministère de la Marine reconnaissait des pertes de 35% de son tonnage marchand. En 1944, ce chiffre dépassait les 50%. Les raffineries de Tokuyama et Yokkaichi fonctionnaient à moins de la moitié de leur capacité en raison du manque de pétrole brut. Les rapports militaires décrivaient des ports paralysés et des rangées de navires immobiles faute de carburant. L'état-major admettait que la guerre sous-marine était plus nuisible que n'importe quel bombardement. Les routes reliant les Indes néerlandaises au Japon devinrent un corridor de la mort. Dans le détroit de Makassar, en mer de Chine et devant Luzon, les sous-marins américains attaquaient sans relâche. Les équipages japonais les appelaient Kaitei Sensuikan no Oni, les démons de la mer profonde. Pour tenter de contenir la catastrophe, le Japon créa le Convoy Escort Command, une force d'escorte navale, mais la pénurie de navires et la priorité accordée aux porte-avions laissèrent la plupart des navires marchands sans protection réelle. Les anciens destroyers furent reconvertis en escorte et les bateaux de pêche furent armés de canons légers, mais sans radar ni sonar moderne. Ils étaient des cibles faciles. Les pertes continuèrent d'augmenter. En 1944, les sous-marins américains coulèrent plus de 3 millions de tonnes de navires. Le USS Tang, commandé par Richard O'Kane, réussit à détruire 13 navires en une seule patrouille avant d'être touché par son propre torpille. Un autre, le USS Flasher, établit un record de 100 000 tonnes en 4 mois. Ces chiffres représentaient non seulement des succès tactiques, mais aussi la destruction systématique de l'économie japonaise. Les conséquences se reflétaient dans tous les secteurs. Le carburant pour l'aviation tomba à des niveaux critiques. Les unités navales réduisirent les entraînements au minimum. Dans les usines, le manque de matières premières arrêta la production. Les routes intérieures furent fragmentées et la communication entre les îles de l'Empire devint irrégulière. Les aliments commencèrent à manquer dans les villes. À Tokyo et Osaka, les rapports d'approvisionnement indiquaient que le riz arrivait avec des semaines de retard. L'état-major tenta d'improviser des solutions. Il fut ordonné de construire des sous-marins de transport pour amener du pétrole et du caoutchouc depuis le sud-est asiatique, mais seuls quelques-uns purent compléter leur voyage. Des barges et de petits navires furent également utilisés, voyageant de nuit pour éviter d'être détectés, mais les pertes continuèrent. À la fin de 1944, les convois furent réduits à des groupes dispersés et de nombreux navires voyageaient seuls, augmentant encore le risque. En parallèle, les sous-marins américains perfectionnèrent leurs méthodes. Ils opéraient en meute de loups, coordonnés par radio, interceptant de grands convois. Les attaques nocturnes étaient les plus mortelles. Les torpilles électriques Mark 18 laissaient peu de traces dans l'eau, rendant leur détection presque impossible à temps. Les capitaines les plus expérimentés appliquaient des manœuvres simultanées. Tandis que l'un lançait des torpilles par l'avant, un autre le faisait par l'arrière, piégeant les navires marchands dans un tir croisé. Au début de 1945, l'effet du blocus sous-marin était absolu. De la flotte marchande originale, il ne restait qu'une fraction utilisable. Selon les calculs de l'amiral Lockwood, le Japon ne disposait plus que d'1 million de tonnes de navires navigables et beaucoup étaient endommagés ou immobilisés par le manque de carburant. Les importations de pétrole avaient chuté de plus de 90%. Le trafic côtier, qui transportait de la nourriture et du charbon, avait pratiquement disparu.
Les rapports économiques du gouvernement japonais confirmaient l'effondrement. Les aciéries de Yawata et Kobe fonctionnaient à moins d'un tiers de leur capacité. Les approvisionnements en bauxite et en caoutchouc en provenance du sud-est asiatique avaient été interrompus. Les réserves de blé, de sel et de poissons séchés étaient insuffisantes. Les autorités imposèrent des rationnements extrêmes et des campagnes de culture urbaine, mais la production ne pouvait compenser la perte du transport maritime. L'impact fut également psychologique. Les équipages des convois savaient que peu d'entre eux survivraient. Les marins surnommèrent certaines routes les routes de la mort. Le moral chuta et les capitaines civils commencèrent à refuser les voyages. La presse officielle évitait de publier les chiffres, mais la population remarquait le vide. Moins de trains, moins de navires, moins de produits. Les commandants américains considéraient que la guerre sous-marine avait accompli ce que l'aviation avait à peine commencé, l'isolement complet de l'archipel. À l'été 1945, les sous-marins patrouillaient même devant les côtes de Honshu et Shikoku. Les restes carbonisés des navires marchands étaient visibles depuis la rive. Le pays, privé de carburant et de matières premières, était paralysé. Cieux perdus, supériorité aérienne navale alliée. Au début de 1943, la carte du Pacifique a commencé à s'inverser. Les lignes d'avancée japonaises se sont arrêtées et les forces américaines ont commencé à récupérer du terrain, pas à pas. Ce qui était autrefois une expansion est devenu une défense, et l'air et la mer, qui avaient été des symboles de la puissance impériale, sont devenus des territoires perdus. Le changement s'est d'abord fait sentir dans les cieux. Aux Salomon et en Nouvelle-Guinée, les pilotes japonais continuaient de se battre avec habileté, mais les pertes devenaient impossibles à remplacer. L'entraînement accéléré réduisait drastiquement la qualité des nouvelles équipages. En 1942, un aviateur de la marine recevait plus de 700 heures de vol avant d'être affecté au combat. 2 ans plus tard, il n'en recevait que 150. Les chasseurs Zéro, qui avaient dominé les premiers mois, étaient dépassés par les nouveaux modèles américains comme le F-6F Hellcat et le F-4U Corsair. Les rapports de renseignement alliés signalaient que pour chaque avion américain abattu en 1944, le Japon en perdait plus de 10. En mer, la différence technologique s'est amplifiée tout aussi rapidement. Les États-Unis ont lancé un programme massif de construction navale. Chaque mois, de leur chantier sortaient de nouveaux porte-avions, destroyers et escorteurs antisubmersibles équipés de radars. La marine impériale ne pouvait pas rivaliser. Après Midway et la bataille de la mer de Corail, leurs pertes se sont accumulées. Les porte-avions Shokaku, Zuikaku et Taiyo ont été coulés lors des combats de 1944 et leurs remplaçants étaient des versions réduites, construites à la hâte, sans la même capacité opérationnelle. Le contrôle de l'air définissait désormais la guerre. La force aérienne japonaise, qui avait frappé avec précision à Pearl Harbor et à Singapour, était forcée de voler en mission défensive depuis des aérodromes improvisés. Les aérodromes de Rabaul, Truk et Saipan sont devenus des cibles fixes. Les bombardiers américains attaquaient de jour comme de nuit, et les chasseurs japonais ne pouvaient pas les arrêter. Le réseau d'alerte précoce était minimal et les radars importés d'Allemagne n'ont jamais été produits en quantité suffisante. En 1943, Rabaul était encore considéré comme le Gibraltar du Pacifique Sud. Des milliers de soldats et de pilotes japonais défendaient leurs pistes. Mais lorsque les Américains ont lancé des attaques massives depuis les Salomon, la base a été isolée et bombardée jusqu'à devenir inutilisable. Les rapports japonais faisaient état de plus de 500 aéronefs détruits au sol ou en vol. L'aviation impériale y a perdu ses meilleurs éléments. À partir de ce moment-là, les îles fortifiées qui étaient autrefois des bastions sont devenues des pièges où l'ennemi dominait l'air. Les communications se sont détériorées à la même vitesse. Les navires, transportant des ravitaillements ou des troupes, ne pouvaient plus naviguer sans escorte et les pertes quotidiennes ont contraint à réduire le trafic. En 1944, lorsque l'offensive alliée a atteint les Mariannes, la marine japonaise ne pouvait guère réunir du carburant pour des opérations de quelques jours. À Saipan, les avions américains ont détruit en une seule journée plus de 200 appareils japonais. La célèbre bataille de la mer des Philippines a été décrite par les marins japonais eux-mêmes comme un massacre. Les pilotes novices décollaient sans véritable entraînement au combat et étaient abattus en masse avant d'atteindre leurs objectifs. La situation en mer était tout aussi désespérée.
La flotte américaine, soutenue par un système logistique qui assurait carburant et pièces de rechange en tout point de l'océan, avançait à un rythme que le Japon ne pouvait pas suivre. À l'été 1944, les unités navales américaines disposaient de plus d'une douzaine de porte-avions et de centaines de navires de soutien. L'Empire, en revanche, se battait avec les restes de sa flotte. Les batailles de la mer des Philippines et de Leyte ont marqué l'effondrement définitif de la puissance navale japonaise. À Leyte, les navires Yamato, Musashi, Zuikaku et Chikuma ont été coulés ou endommagés de manière irréparable. Les techniciens américains avaient réussi à intégrer les informations des radars avec les calculs des décrypteurs de code, ce qui permettait de prévoir les mouvements ennemis avec des heures d'avance. Selon les archives du renseignement du Pacifique central, la plupart des attaques japonaises étaient détectées avant même que les pilotes atteignent la zone d'attaque. Les ordres d'interception pouvaient être émis presque en temps réel, tandis que l'aviation ennemie était encore en route. La supériorité aérienne alliée a eu un effet direct sur les opérations terrestres. En Nouvelle-Guinée, en Birmanie et aux Philippines, les colonnes japonaises se déplaçaient uniquement la nuit. Pendant la journée, tout véhicule détecté devenait la cible de chasseurs ou de bombardiers. L'armée a perdu la capacité de déplacer des renforts par mer ou par air. Des milliers de soldats ont été piégés sur des îles sans soutien. Les voies d'approvisionnement, déjà limitées par la pénurie de carburant, ont été complètement coupées. Sur le front naval, la supériorité technologique s'est étendue avec l'utilisation des radars de recherche aériens et de surface. Les destroyers américains pouvaient détecter des cibles à des kilomètres de distance, même dans l'obscurité. En revanche, la flotte japonaise continuait de compter sur des observateurs et des télémètres optiques. Lors des combats nocturnes dans les Salomon et la mer des Philippines, cette différence a été décisive. Les croiseurs et destroyers japonais étaient touchés avant même d'avoir localisé l'ennemi. Les chiffres le reflètent. Entre 1942 et 1945, le Japon a perdu plus de 400 navires de guerre majeurs, dont 16 porte-avions et plus de 40 croiseurs. Les Américains, pendant cette période, remplaçaient chaque perte par des unités nouvelles et mieux équipées. En 1945, tandis que la flotte japonaise se cachait dans des ports sans carburant, les États-Unis déployaient des groupes de porte-avions qui opéraient en continu au large des côtes japonaises. Le réseau défensif japonais, basé sur des anneaux d'îles fortifiées, s'est effondré. Sans contrôle aérien ni naval, chaque point du périmètre est devenu isolé. Les rapports de la marine de 1944 reconnaissaient qu'il était impossible de maintenir simultanément les positions de Truk, Saipan, Guam et les Philippines. La communication entre les commandements a été rompue et de nombreuses garnisons sont restées coupées pendant des mois. Le naufrage du Musashi a symbolisé le changement d'air. Avec plus de 70 000 tonnes, c'était l'un des plus grands navires jamais construits. Il a été attaqué par des vagues d'avions américains en mer de Sibuyan. Plus d'une douzaine de bombes et de torpilles l'ont fendu en deux. Malgré sa taille et son blindage, son naufrage a démontré qu'aucun cuirassé ne pouvait résister à la puissance aérienne moderne. À partir de ce moment-là, les navires japonais ont évité les affrontements directs. Pendant ce temps, l'aviation alliée a transformé l'espace pacifique. Les bases aériennes avançaient avec chaque conquête. À Tinian et Guam, des pistes capables d'accueillir des bombardiers B-29 ont été installées, permettant de frapper les principales îles japonaises. L'aviation japonaise peinait à les intercepter. Les chasseurs Zéro, obsolètes et rares, ne parvenaient pas à atteindre l'altitude ni la vitesse des bombardiers ennemis. Les pertes en combat aérien se sont multipliées. En moins d'un an, le Japon a perdu le contrôle du ciel. Le déclin du contrôle maritime a été tout aussi visible. Les routes commerciales reliant l'archipel aux colonies occupées sont restées vides. Les convois transportant charbon, nourriture et matériaux étaient à peine organisés. Les sous-marins américains patrouillaient toutes les principales routes et les porte-avions alliés étendaient leurs rayons d'attaque jusqu'aux côtes japonaises. En 1945, la flotte combinée elle-même se réduisait à des mouvements symboliques. L'incapacité à protéger les villes japonaises était une conséquence directe de cette perte de contrôle. Avec les aérodromes détruits et l'aviation épuisée, l'espace aérien est resté ouvert. Les radars d'alerte ne couvraient pas tout le territoire et les batteries de défense anti-aériennes étaient rares. Les grandes villes sont restées exposées aux attaques aériennes continues qui allaient bientôt s'intensifier. Ainsi, le Pacifique, qui en 1941 était le théâtre de l'expansion impériale,
est devenue une frontière impossible. L'air et la mer, jadis dominés par le Japon, appartenaient désormais à l'ennemi. Et sans le contrôle de l'un ou de l'autre, la défense du territoire national est devenue une illusion. Le dogme de la mort. Obéir jusqu'à disparaître. Dès les premières années de la guerre, la mentalité militaire japonaise était façonnée par un code qui exaltait l'obéissance absolue et le sacrifice. L'armée et la marine partageaient l'idée que mourir pour la patrie était la forme la plus haute du service. Dans les écoles militaires, on enseignait que se rendre était une honte et que le courage ne se mesurait pas par la victoire, mais par la disposition à mourir. Cette pensée, héritée du Bushido, imprégnait tous les niveaux de commandement et transformait la guerre en un acte presque religieux. Les campagnes en Chine et en Asie du Sud-Est renforcèrent cette vision. Les officiers intermédiaires, endurcis dans des scénarios de violence extrême, apprirent à mépriser la vie humaine. À Nankin, Manille ou en Birmanie, les officiers insistaient sur le fait que la compassion était une faiblesse occidentale. Dans les rapports de guerre, des expressions telles que « purifier l'ennemi » étaient utilisées au lieu de « le tuer ». Cette rhétorique montrait une structure mentale où la brutalité était perçue comme une preuve de loyauté. À mesure que la guerre avançait, cette mentalité devint un piège. L'état-major refusait d'accepter les retraits, même lorsque les positions étaient intenables. À Guadalcanal, les commandants de division reçurent l'ordre de résister sans espoir de renfort. Les unités furent décimées jusqu'à disparaître. Les instructions officielles répétaient qu'aucun soldat ne devait revenir vivant si la position tombait. À Saipan, durant l'été 1944, cette doctrine atteignit son extrême. Lorsque les lignes japonaises s'effondraient face à l'avancée américaine, les officiers distribuèrent des grenades aux civils et leur ordonnèrent de se suicider avant d'être capturés. Sur les falaises de Marpy Point, des centaines de personnes, y compris des enfants, se jetèrent dans le vide en criant « Tenno Heika Banzai ». Les rapports de l'armée enregistrèrent ces actes comme des morts honorables, sans mentionner le désespoir qui les provoqua. Cette logique ne se limitait pas au champ de bataille. La propagande d'État présentait la guerre comme une croisade morale et spirituelle. L'ennemi n'était pas seulement militaire, mais aussi racial, et le sacrifice absolu était justifié comme un devoir historique. Dans ce contexte, tout doute était perçu comme une trahison. L'endoctrinement influençait directement la prise de décision stratégique. Lors des réunions du haut commandement, la dissidence était interprétée comme de la lâcheté. Les commandants qui proposèrent des retraits étaient écartés ou envoyés sur des fronts secondaires. Le principe de l'obéissance absolue annulait l'initiative. En 1943, le général Tojo, qui concentrait le pouvoir politique et militaire, rejeta toute proposition de négociation. Dans les documents du cabinet, on trouvait des phrases telles que « La défaite n'existe pas pour l'esprit japonais ». Cette conviction fermait toute possibilité d'adaptation lorsque la guerre était déjà perdue. Les attaques suicides furent la conséquence la plus visible de cette rigidité. À la fin de 1944, l'amiral Onishi proposa la formation d'unités kamikazes comme seul moyen de compenser l'infériorité matérielle. Beaucoup de pilotes savaient à peine voler. Parmi les milliers formés pour ces missions, la plupart n'atteignirent jamais leur objectif, mais le commandement considérait ce résultat comme acceptable. À terre, la mentalité était la même. À Okinawa, les officiers ordonnèrent des attaques frontales contre des positions impossibles. Les troupes épuisées se lançaient sans soutien, convaincus que mourir en combattant était plus digne que de se rendre. Les documents médicaux de l'armée révèlent qu'une partie significative des pertes dans les derniers jours fut auto-infligée. Le système de commandement empêchait toute correction. Les hiérarchies fonctionnaient comme des cercles fermés, où les décisions étaient prises par consensus et où personne n'osait contredire le supérieur. Les erreurs tactiques étaient attribuées au destin ou au manque de foi, jamais à des défaillances de planification. La guerre était définie comme un chemin spirituel, et non comme un problème de ressources ou de technologie. À l'état-major, la résistance à tout changement était totale. Même lorsque les rapports de renseignement montraient l'étendue des pertes, les généraux insistaient pour continuer. En 1945, lorsque les Alliés dominaient déjà le Pacifique, on parlait encore d'une bataille décisive dans l'archipel. Les ordres finaux reflétèrent cette mentalité jusqu'à l'extrême. Dans les mois précédant la capitulation, le haut commandement distribua des directives ordonnant de détruire tout ce qui était utile à l'ennemi et d'éliminer les prisonniers. Des milliers de captifs furent exécutés suivant ces instructions.
Les documents récupérés après la guerre comprenaient la consigne. Celui qui ne peut pas combattre doit mourir en accomplissant son devoir. Au sein même du gouvernement, il y eut des tentatives isolées pour arrêter cette spirale. Certains ministres proposèrent des négociations, mais la pression de l'armée annula toute initiative civile. L'idée que le peuple devait partager le destin de l'empereur s'imposa comme un dogme. La rigidité doctrinale empêcha également d'apprendre de l'ennemi. Le Japon connaissait l'importance du radar, de la logistique moderne et de la coordination aérienne, mais ses commandants les considéraient comme secondaires par rapport à l'esprit guerrier. Les ressources furent allouées à des projets désespérés, comme les armes suicides, tandis que des solutions pratiques étaient ignorées. La structure mentale du pays rendait une reddition précoce impossible. Chaque défaite était interprétée comme un test moral. Ainsi, l'armée continua de se battre même lorsqu'il ne restait plus de moyens matériels. La guerre était devenue un acte de foi collective, soutenu par un système qui confondait l'obéissance avec la vertu et le sacrifice avec la victoire. Bombe atomique. Rupture définitive du commandement japonais. En 1944, le ciel au-dessus du Japon se transforma en un front de guerre. Les routes maritimes étaient bloquées, l'industrie survivait à peine et le commandement allié décida d'attaquer directement le cœur du pays depuis les airs. L'archipel devint un scénario de destruction planifié. Les premières attaques avec des bombardiers B-29 furent limitées et peu efficaces. Depuis une grande hauteur, les bombes manquaient les objectifs industriels à cause des vents de la stratosphère. Les usines continuèrent de fonctionner et la stratégie ne donnait pas de résultats. Face à cet échec, les planificateurs alliés changèrent d'approche. Il ne s'agirait plus de détruire des installations spécifiques, mais d'incendier les villes entières. Au printemps 1945, le général Curtis LeMay prit le commandement de l'offensive aérienne et transforma la campagne. Il ordonna des attaques nocturnes, à basse altitude et sans formation serrée, utilisant des bombes incendiaires de napalm et de phosphore. Le Japon, avec des villes construites majoritairement en bois et en papier, devint un combustible parfait. La nouvelle tactique fut appliquée pour la première fois dans la nuit du 9 mars 1945. Plus de 300 B-29 décollèrent de Guam, Saipan et Tinian et larguèrent plus de 1600 tonnes de bombes incendiaires sur Tokyo. Le feu se propagea incontrôlablement. Les canaux bouillèrent, les rues furent couvertes de flammes et l'air devint irrespirable. Plus de 80 000 personnes moururent en une seule nuit et 40 km² furent réduits en cendres. À l'aube, la capitale était une tache noire continue. Après Tokyo, le même schéma se répéta à travers tout le pays. Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama et des dizaines de villes moyennes furent systématiquement incendiées. En quelques mois, plus de la moitié de la capacité industrielle japonaise avait été détruite. En juin 1945, 66 villes avaient été attaquées et 30 d'entre elles avaient été dévastées à plus de 50% de leur superficie. L'impact fut immédiat. Les usines qui avaient survécu aux incendies cessèrent de fonctionner par manque d'énergie, de matériaux ou de main-d'œuvre. Des millions de personnes se retrouvèrent sans abri. La production d'avions chuta de presque 90% et celle de la métallurgie de plus de 70%. Les hôpitaux brûlèrent avec les quartiers résidentiels et les services de base s'effondrèrent. Dans de nombreuses villes, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni soins médicaux. L'effet psychologique fut dévastateur. Après chaque attaque, un silence absolu restait, seulement brisé par le crépitement des incendies. Des familles entières disparurent sans laisser de traces. Les refuges se remplirent de fumée et devinrent des pièges mortels. La population vivait dans un cycle constant de sirènes, d'alarmes et de destruction. À l'été 1945, près de 8 millions de personnes étaient sans abri. À la mi-1945, le Japon était déjà une nation en ruine. 40% de la zone urbaine avait disparu sous les flammes. Les villes qui avaient symbolisé la modernité de l'Empire étaient des paysages de cendres et de métal fondu. Cependant, le gouvernement n'avait pas encore décidé de se rendre. Le 6 août 1945, cette situation changea de manière irréversible. À 8h15 du matin, un B-29 lança une bombe atomique sur Hiroshima. L'explosion détruisit la ville en quelques secondes. Plus de 70 000 personnes moururent instantanément. Les hôpitaux disparurent, les communications furent coupées et les survivants commencèrent à mourir quelques jours plus tard des effets de la radiation.
3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe tomba sur Nagasaki. La moitié de la ville fut détruite et plus de 40 000 personnes moururent sur le coup. Le gouvernement japonais fut paralysé. Personne ne savait combien d'autres bombes pouvaient tomber ni comment se défendre contre elles. Pendant que Tokyo tentait de comprendre l'ampleur de la nouvelle arme, le 8 août, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et lança une offensive massive sur la Mandchourie. Plus d'1,5 million de soldats soviétiques avancèrent depuis plusieurs fronts et débordèrent en quelques jours l'armée de Kwantung, qui manquait de carburant, d'armement moderne et de capacité de manœuvre. Les défenses s'effondrèrent presque sans résistance. L'entrée soviétique, ajoutée à l'impact des bombes atomiques, annula la dernière stratégie que contemplait encore la direction japonaise: gagner du temps pour négocier une sortie. Le coup fut simultanément militaire et politique. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le haut commandement se retrouva sans argument pour justifier la continuation du conflit. Bien que certains combats isolés continuèrent pendant quelques jours, le pouvoir central était déjà effondré. Le Japon avait reçu en moins de 10 jours les coups de grâce, la destruction aérienne totale, les bombes atomiques et l'entrée soviétique en guerre. Sans ressources, sans armée opérationnelle et sans marge politique, l'Empire se rendit. Après la capitulation, le pays fut sous l'autorité de l'occupation dirigée par le général MacArthur, qui désarma le Japon, dissout sa structure impériale et remplaça l'ancien gouvernement par une administration contrôlée depuis Tokyo. Les premiers mois furent marqués par la faim et la désolation. Les villes détruites offraient à peine un abri et la population survivait avec des rations minimales. Aux États-Unis, l'interprétation de la fin de la guerre se consolida rapidement. Plus de 80% de la population approuva l'utilisation des bombes atomiques et estima qu'elles avaient évité une invasion avec des pertes énormes. Pour les millions de soldats américains qui attendèrent des ordres dans le Pacifique, la capitulation japonaise signa la fin d'une campagne qui promettait des centaines de milliers de morts. Au Japon, les raisons de la capitulation restèrent un sujet de débat. Les commandements militaires avaient compté sur la stratégie Ketsugo, qui prévoyait une bataille finale sur les îles principales. Les bombes de Hiroshima et Nagasaki détruisirent cette attente. Pour la première fois, le haut commandement comprit que l'invasion pouvait ne jamais arriver. La guerre pouvait se terminer depuis les airs. L'impact fut politique et moral. L'empereur Hirohito, qui jusque-là avait soutenu la résistance, reconnut que continuer le combat signifierait l'extinction de la nation. Le 14 août, il communiqua sa décision au Conseil suprême. Il expliqua que les forces armées n'étaient pas prêtes à résister à une autre offensive et que la population ne supporterait plus de bombardements. Le 15 août, il parla au pays à la radio. Son message mentionna la nouvelle et cruelle bombe dont le pouvoir de destruction était incalculable. Il ne cita pas l'Union soviétique, bien que son offensive en Mandchourie ait neutralisé l'armée de Kwantung en quelques jours. Pour les commandements japonais, les bombes atomiques offrirent une explication qui préservait une partie de leur honneur. Accepter la défaite face à la science et non devant un ennemi supérieur en esprit. Dans les mois suivants, les procès et témoignages confirmèrent cette version. Des fonctionnaires comme le secrétaire Sakomizu déclarèrent que la capitulation fut attribuée à la bombe pour éviter de blâmer l'armée. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri, le Japon signa sa capitulation devant le général MacArthur. La guerre se termina officiellement, mais le pays était réduit en ruines. 15 millions de personnes sans abri et plus de 300 000 mortes à cause des bombardements aériens. Ce qui avait commencé comme un projet impérial se termina comme un avertissement gravé dans les ruines.